qu'est-ce que tu faisais avant? Quelle était ta vie avant? À partir de quand ça a changé et pourquoi? Et quelle est ta vie maintenant, en fait? Euh, ma, Ça- vie ça- ma vie maintenant, ça prendra du temps d'expliquer, mais non. En fait, j'étais longtemps à la recherche de moi-même, longtemps un enfant malheureux, un enfant à la recherche de sens. Et quand on a 5 ans, 6 ans, même 10 ans, c'est difficile de rechercher. J'essayais de rechercher du sens dans tout ce que je faisais, les actions de mes parents, les actions des amis de mes parents. J'ai commencé le sport, j'avais 5 ans. Je commençais le vélo, j'avais 5 ans. Ouais, J'ai eu 25 années de vélo. Et c'est dans ce sport que j'ai tenté de m'épanouir. J'ai pensé que c'était ça la clé. ouais, C'est-à-dire aller plus loin que ce que j'étais dans la performance. Parce que je me disais que j'allais être crédible aux yeux des gens. Parce que ouais, je voyais que c'était hyper à la mode d'être fort, d'être beau, et pas forcément d'être intelligent des fois. ouais. C'était pas forcément ça la notion première, c'était d'être rapide, d'être solide, de pas transpirer. C'est des trucs, on regarde la télé, on voit les choses comme ça, et j'avais cette espèce de rêve d'être un champion. Mhm. Voilà, je me suis dit, si je suis un champion, mes parents vont me regarder différemment, mes amis vont m'admirer. Ouais, Et donc j'en ai fait mon métier. J'ai été coureur cycliste élite pendant 6 ans. J'ai fait sport-études, donc voilà, j'ai fait du vélo. Je suis allé en sport-études en Normandie avec des mecs qui maintenant sont chez les professionnels. ouais, Là-bas, je me suis imposé aussi, j'ai tenté de m'imposer. Parce que j'étais élevé en banlieue 93, banlieue difficile, où c'était compliqué pour moi, c'était compliqué de m'intégrer, j'avais l'impression d'être différent, en même temps tout le monde était différent, ah oui, ça c'est clair, ouais, bien sûr, ouais. et j'avais l'impression de réfléchir différemment, j'avais des résultats scolaires pas très bons, Mhm. même très mauvais, mes parents étaient très inquiets, ils savaient pas, pas quoi faire de moi, mais comment me rendre heureux, quoi. Ouais, Donc un jour, j'ai dit à mon père que je voulais aller en sport-études et en faire mon métier, quoi. Et il m'a dit que c'était pas un métier. Il m'a dit que c'était pas un métier d'être coureur cycliste. Mhm. C'est comme le sketch de Gad Elmaleh qui dit voilà, les comédiens, c'est extrapolé, mais c'est pour les homosexuels et les PD. Il dit ça dans le sketch de Gad Elmaleh. Le papa ouais, de Gad Elmaleh, de Jamel Debbouze, dit ça. Et moi, mon père, il m'a regardé, il me dit, mais Steven, en gros, il me voyait plus grand que je n'étais. Il voyait d'autres choses pour moi. Parce ouais, que j'avais le goût de l'écriture, etc. J'avais le goût des mots. Mais c'est difficile à 15 ans de se dire, je vais devenir journaliste, alors que mon père était journaliste, suivre les chemins de son papa, toujours être comparé, etc. J'avais pas ouais, envie de ça. Donc j'ai fait du vélo, j'ai fait sport-études. Ça a bien marché, je continué, je suis devenu élite. Je suis arrivé à un niveau où je cours avec des garçons comme Arnaud Demar qui a gagné sur le tour, hier ou avant-hier, qui hein. fait 2 hier, qui gagne il y a 2 jours, Ouais, c'est ça, ouais. qui sont à un niveau exceptionnel. Tous les mecs qui sont sur le tour maintenant, c'est des gars qui courent avec moi et qui étaient au-dessus de moi, quoi. Et là, je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour ça parce qu'ils étaient super à l'aise. Mais Ouais. c'était toujours pas mon monde, quoi. C'était dur pour moi. J'avais besoin de réfléchir, j'avais besoin de. Donc il te manquait quelque chose, quoi. Ouais, j'ai du mal à m'intégrer. C'était bizarre cette vie de coureur, tous les jours dans la performance, dans la souffrance. Ouais. C'est jugé qu'au résultat. Bien sûr, l'attitude est importante, mais à la fin de la saison, on regarde tes résultats. Steven, je suis désolé, mais Ouais. ton CV, c'est ça. Oui, mais j'étais coéquipier. Ouais, mais ça, je veux rien savoir, quoi. Ouais. Il faut faire des résultats aussi. Donc, j'ai arrêté le vélo. J'avais 24 ans, parce qu'on me disait que j'étais trop vieux aussi. 24 ans dans le vélo. Ouais. Ah, c'est comme la gymnastique, la natation, les mecs, ceux qui sont à un top niveau déjà à 24-25 ans. Mais ouais, j'étais trop vieux, quoi. J'étais trop vieux. Ah, Donc, c'est fou, hein.
Bah ouais, On se rend pas compte. bah, j'étais plus espoir. J'étais plus espoir parce que voilà, c'est cadet, junior, espoir. Et je passais en senior. Et j'avais gagné une course pro autour du Loir-et-Cher, mais ça n'avait aucune valeur comparé à des garçons comme Arnaud Demar, comme Adrien Petit, il y en avait plein. Hein. Moi j'ai couru un petit peu avec Chris Froome, Cavendish. Les mecs ils gagnaient 10, 15, 20 courses par an et des grosses courses quoi, en Europe. Et, et ouais, quand on a des mecs comme ça à côté, bah, on se rend à l'évidence quoi. C'est soit je vis mon rêve, je vivote, j'essaie de m'accrocher à ce rêve. Mais peut-être que je peux faire autre chose, peut-être que je peux grandir différemment. Donc j'ai repris des études de com. J'ai eu un master. Je suis devenu responsable de la communication de la Fédération française de triathlon. Je m'occupais de marques, de personnalités, de sportifs. Et là j'ai dit c'est mon univers quoi. C'est mon univers, je suis dans le sport. Et en même temps je communique, donc je mets des mots. Et puis je suis dans le monde du sport. Donc tu avais l'impression d'avoir trouvé ta voie. Ouais, j'avais trouvé mon truc. C'est ça, et puis je créais des choses quoi. J'avais l'impression de créer, j'ai toujours eu besoin de créer. Donc j'étais très à l'aise, mais en même temps j'étais toujours dans une course, j'avais besoin de transmettre, toujours. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit que cette transmission, elle me manquait. Parce que quand on parle à un athlète et qu'on est communicant, on ne lui parle que de communication, de son image. Et l'image, c'est de l'ego aussi. L'image, c'est de l'ego. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Donc j'étais toujours dans ce truc en fait. Pour moi, le sport, il faut être dans l'ego, il faut être fort, il faut toujours se battre. Et ouais, donc il y avait l'ego m'a suivi. Donc t'étais pas toi. J'étais pas moi. Pas vraiment toi. C'était pas, ça transpirait pas, ça vibrait pas quoi. Ah, c'était dur. Et la cassure, ça a été les Jeux Olympiques de Rio l'année dernière, où j'ai vu les plus grands athlètes du monde. Et j'ai pas vu énormément d'athlètes hyper épanouis parce que s'ils ratent leur course, ils sont jugés uniquement sur ça, c'est le rêve de leur vie. Et il y en avait qui étaient dans la souffrance vraiment, et de nombreux quoi. Même s'ils avaient fait deuxième ou quatrième. C'est fou ce que tu dis là, c'est quand même... Ah ouais, parce que c'est le rêve d'une vie, et ils travaillent, c'est des sessions olympiques, donc c'est 4 ans, des fois 8 ans, des fois 12, des fois plus. Hein. Comme des Teddy Riner qui arrivent à durer. Teddy Riner, c'est pour moi l'athlète heureux, c'est l'athlète qui s'épanouit. On a l'impression quand même, qui est c'est fait clair. Pour ça, qui est lui-même, quand on le voit en dehors du tatami, en dehors des médias, c'est un mec sympa quoi, parce qu'il est bien dans ses baskets, il fait son truc, et il prend ses 10-15 kilos l'hiver, il fait son truc, laissez-moi tranquille pendant 3 mois. Parce que c'était Teddy Riner aussi. Voilà, oui, mais bon, il a aussi construit son image. Avant, il a fallu faire son histoire. Hein, ses performances, et voilà, donc j'ai fait un burn-out. J'ai fait un burn-out quand j'étais à la Fédération française de triathlon. Et là j'ai pris du temps pour revenir au boulot. Là, je me suis rendu compte que j'étais à la recherche de sens, toujours ce même sens. Hein. Et du coup, j'ai arrêté de travailler. D'accord. Et ça, c'était il y a combien de temps? En quelle année? Il y a presque un an maintenant. Il y a 9 mois. Ouais, donc c'est récent. Ah, c'est hyper récent. Okay, c'est hyper récent, mais en même temps, il y avait toute cette vie derrière. Toute cette vie où je comprenais des choses, je tâtais. Comme beaucoup de gens qui tâtent des trucs, mais on se laisse pas le temps. On se laisse pas le temps de vivre. On va pas au bout des choses, quoi. Ouais, parce qu'on a notre vie, on a notre copine, on a des gens, on a nos amis qui nous soutiennent et qui disent c'est pas grave, ça va aller, c'est un burn-out, tout le monde a des burn-out. Mais à ce moment-là, j'ai dit je peux pas l'accepter. Je peux pas l'accepter parce que je l'ai toujours accepté. J'ai accepté dans le vélo la souffrance, et on me disait mais c'est cycliste, c'est normal, Steven, t'inquiète pas, ça va aller. Non, ça va pas aller. Et à l'époque, je l'acceptais. Quand j'ai arrêté le vélo, j'avais décidé de plus l'accepter. Dans la com, j'ai décidé de plus l'accepter. Par contre, j'ai fait une vraie remise en question. Et t'as fait quoi du coup là pour j'ai un ami, travailler sur toi J'ai un ami très proche qui s'appelle Erwan Montéour, qui était un peu plus qu'un ami, presque un coach. Il m'a regardé, il m'a dit mais Steven, il faut que tu te comprennes quoi. Tu comprennes ta vie, tu donnes du sens à ce que tu fais, parce que sinon tu vas souffrir quoi. Comme tu souffres depuis déjà de nombreuses années. Et il m'explique son histoire que je connaissais à moitié. Et je me dis, finalement, on est vachement proches, quoi. Et c'était pas la première fois que j'avais des histoires comme ça, où j'avais tâté ces trucs. Et lui, il les avait expérimentés. J'avais ça en face de moi, cette espèce de miroir. Mais ce miroir qu'il a cassé, lui, qu'il a fait avancer. Et donc, je me suis écrit. Voilà, j'ai écrit un bouquin que je suis en train de terminer,
voilà, j'ai écrit 200 pages sur moi, ce que je conseille à tout Sur le ta monde de faire, vie. sur ma vie, Ouais. du début à la fin. Je sais pas si ce bouquin sortira, mais en tous les cas, je me suis écrit, je me suis compris. Est-ce que c'est le plus important qui sorte? Déjà toi, ça t'a permis de, Mais voilà, moi, ça a de changé donner ma du vie. temps, de changer ta vie. Ouais. Ça a changé ma vie parce que en fait, je me suis accepté. En fait, j'ai décidé de m'accepter. Ouais. Parce qu'en se voyant comme ça, je me suis dit, mais finalement, c'est pas si grave. C'est pas si grave d'être triste. Parce que, en fait, j'ai fait des mauvais choix, j'ai fait une suite de mauvais choix. Mais ces choix-là, ils me permettent aujourd'hui de savoir qui je suis et de savoir où j'ai envie d'aller. Et surtout, ce que j'ai pas envie de faire. Ouais. Donc maintenant, je sais ce que j'ai pas envie de faire. C'est Et important aussi. juste après ce livre, j'ai décidé de partir au Népal, parce que la conclusion de mon livre, c'est des choix, en fait, des choix de vie, ce que je veux faire, ce que je ne veux pas dans ma vie, ce que je veux dans ma vie. Ok. Et j'ai dit que je voulais faire de l'humanitaire. J'ai dit que je voulais aller au bout de mes rêves, faire beaucoup de montagnes. Donc j'ai décidé d'aller au Népal, parce que j'ai pu faire de l'humanitaire pendant 2 mois. J'ai fait 2 sommets à 6000 mètres, j'ai fait 20 000 mètres de dénivelé. Je suis allé au bout de moi-même et j'ai tellement appris, parce que les gens sont tellement bienveillants. Les gens, j'ai jamais eu de jugement là-bas. Voilà. Je suis parti pour, je sais pas, j'ai pris un billet aller, j'ai pas pris de retour, je savais pas quand j'allais revenir. Ok. Voilà, il y avait des gens dans mon entourage qui étaient hyper inquiets. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dans une secte? Non, je vais pas dans une secte. J'ai décidé d'être Je heureux. vais aller à la recherche de moi-même. Ouais. Je suis à la recherche de moi-même, à la recherche de mon bonheur, Ouais. à la recherche du bonheur, parce que le bonheur c'est individuel. On peut pas dire, bah, moi j'ai la solution miracle pour le bonheur. Moi j'y crois pas. Ouais. Moi j'y crois pas. Ça marche, hein, certainement pour beaucoup de personnes. C'est comme les régimes. Pour moi un régime, ça peut pas s'adapter à tout le monde. Non. Par contre, c'est des bons repères, c'est des On va dire bonnes qu'il y a un attitudes. tronc commun, quoi. Ouais. Un tronc commun qui va Bien être sûr. valable pour beaucoup de personnes, mais après, pour que chacun réussisse dans ce qu'il veut faire, Avec il faut s'investir. avec des choses simples. Là-bas, j'ai pris le temps, par exemple, voilà, prendre le temps de vivre, Ouais. prendre le temps, être bienveillant avec les gens, donner gratuitement, comme j'ai fait de l'humanitaire. Et moi, ça m'a fait grandir énormément. J'étais prof là-bas, avec des enfants qui ne parlaient presque pas anglais. Je parlais pas français, absolument pas. Je parlais pas népalais. Donc, T'étais prof de quoi, tu dis? bah, j'étais prof pour des enfants de 5 à 12. Donc, j'étais instit, quoi. Toutes les matières, on me donnait un livre et j'arrivais, au début, j'arrivais avec le livre que je ne connaissais pas. Je savais pas quel cours j'allais avoir. J'étais très mauvais en mathématiques. On me disait, bah, c'était un cours de mathématiques. Ah, Donc, c'est génial, voilà. ça. Donc, j'apprenais autant que les enfants. Et je pouvais pas leur dire, je pouvais pas leur montrer mes faiblesses, Bah mais non, en bien même sûr, temps, hein. il fallait que je sois là pour eux. Donc j'étais là pendant 1h30 à chaque cours et j'enchaînais, j'essayais de faire le maximum, donner de l'énergie et surtout de leur donner de mon expérience de vie, pas d'occidental, pas forcément d'occidental, mais de ce que j'étais, parce que pour eux, ils m'appelaient Steven Sir Superman, parce que pour eux, j'étais le Superman qui était arrivé et qui allait éclairer leur quotidien pendant longtemps, quoi. D'accord. Et en fait, c'est hyper gratifiant. C'est moi, hyper enrichissant. moi, ça m'a fait un bien fou, parce que, en fait, j'ai écrit ce livre et j'arrive là et j'arrive en face de la réalité. C'est-à-dire ces enfants qui ont une quête énorme, c'est-à-dire tout ce que j'avais, chercher du sens, etc. Eux, ils l'ont, ils me regardent comme ça et c'est donne-moi, quoi. Ouais. Et si t'es pas à la hauteur, bah, c'est comme un parent. Moi, je suis pas encore parent, mais ouais, ça donne un sentiment de force. Et surtout, il faut vraiment être humble, quoi, avec soi-même. Ouais. Et se remettre en question tout le temps, quoi. Tout le temps, parce qu'ils sont là et ils ont besoin, quoi. Ils ont besoin, donc ils sont en attente, ouais. Et voilà, après, je leur racontais, finalement, j'ai fini par leur raconter mon histoire. Je leur racontais qui j'étais, ce que j'avais fait. Donc ça a amplifié le phénomène du Superman, parce que quand je leur expliquais l'expédition dans l'Everest, c'était pour leur montrer que eux, avec leurs rêves ou leurs envies, ils pouvaient devenir guides, ils pouvaient aller à l'Everest, ils pouvaient aller à l'étranger. Je leur ai montré une carte du monde, je leur ai dit, voilà les enfants, ça c'est le monde, placez-moi votre pays. Donc ils l'ont cherché en Afrique au début, parce que pour eux l'Afrique c'était un pays déjà, c'était pas un continent. D'accord. Ils l'ont placé aux États-Unis. Ils croyaient que c'était le Mexique, le Népal. Enfin. Donc je leur ai montré, voilà votre pays, la taille de la Chine, la taille. Et là, ça les a éclairés. De se situer dans le monde, quoi. Ouais. Et puis se dire, ah, c'est possible, quoi. C'est pas si loin finalement. Ouais. Je leur ai expliqué combien ça coûtait un billet d'avion. Donc il fallait travailler tant de temps pour avoir un billet d'avion.
Donc ça les a ouverts à plein de trucs. Ils se sont dit, si je bosse tant de temps, peut-être que je peux avoir un billet d'avion, je peux aller aux USA et tout, voir des stars. Ils me demandaient, moi, parce que je ressemblais, on est occidentaux, donc on ressemble aux Américains, aux Européens. Est-ce que j'étais copain avec Justin Timberlake? D'accord. J'aurais dit pas tout à fait, mais... un peu. On se voit de temps en temps, quoi. Ça viendra peut-être, mais ils étaient dans un truc, Et leurs questions, les premières questions, quand je rencontrais des gens, je parlais à des gens dans les bus locaux, parce que j'avais décidé de vivre comme les locaux, pas prendre des taxis, etc. Donc des fois de me mettre dans des galères. Et les premières questions, c'était est-ce que tu connais Benzema? Est-ce que tu connais Griezmann? Donc c'était des footballeurs. Et après, est-ce que tu connais Zidane? Et ça s'arrêtait là. Pour eux, c'était ça la France. C'était ça. Est-ce que tu connais le FC Barcelone? Parce que ils ne posaient pas plus de questions que ça, quoi. Non, parce qu'ils voulaient savoir si c'était mes amis, en fait. Eux, c'est simplifié, c'est-à-dire que c'est tellement loin pour eux. Ils ont une vision tellement... La télévision, elle est différente de la nôtre. Voilà. C'est tronqué, de toute façon. Eux, c'est vachement événementiel. Ils ont des stars locales, mais le sport national, bien sûr qu'il y a le foot, mais c'est surtout le cricket, comme en Inde. Et là, c'est des stars internationales, quoi. Les mecs, ils sont... et puis ils ont des movie stars aussi, des mecs, des acteurs ou des chanteurs. Les chanteurs sont... C'est la folie, tout le monde connaît les chansons par cœur. Donc, c'était que du bonheur, même s'il y a eu beaucoup de moments difficiles, notamment dans mon expédition. Et à chaque fois, je retombais sur mes pieds et je me disais, c'est une leçon, quoi, parce que j'avais le temps aussi de le prendre. Et il faut le prendre, ce temps. J'ai compris qu'il fallait prendre ce temps. Donc voilà, donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je veux transmettre ça. Voilà, je veux transmettre. Donc, transmettre ça, c'est-à-dire je veux transmettre ce que j'ai appris. Je veux transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai compris. Non, ce que j'ai compris de ma vie aussi. Ce que j'ai compris de ma vie. Je veux continuer à faire des aventures. Je veux continuer à me dépasser, parce que j'en ai besoin pour me comprendre moi, pour comprendre les autres. J'ai besoin de j'ai compris que j'avais besoin de cette espèce d'infini, d'absolu, qui est la montagne, par exemple. Voilà, je veux monter l'Everest, je veux faire des sommets, des grandes aventures dans l'Himalaya, mais aussi ailleurs. Parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de rencontrer des gens qui sont isolés, des populations isolées, qui n'ont jamais eu forcément des vraies rencontres, quoi, des rencontres insolites. J'ai besoin de ça. Et j'ai besoin j'ai toujours eu ce besoin de transmission. J'ai jamais pu l'exprimer, sauf dans la com, sauf quand je faisais des petits coachings quand j'étais cycliste, quand je m'occupais de jeunes, à l'école, quand je suis arrivé au Népal. Et en fait, ça m'a donné tellement de bonheur de donner aux gens. J'ai envie de le faire, quoi. J'ai envie de le transmettre à travers certainement des bouquins, parce que j'adore écrire. Je me suis toujours presque empêché d'écrire, parce que je me disais que je n'étais pas à ma place, je n'étais pas assez intelligent, je n'étais pas assez... Et en fait, tout est possible quand on en a envie. À cause de quoi? À cause de qui? Confiance. Après, il y a la confiance en soi, il y a des repères de vie. On a l'impression on n'est pas formé à ça, en fait, à aller chercher ce qu'on est vraiment, ce qu'on veut vraiment. C'est ça. C'est pas du tout la culture française. Au Népal, il y avait des cours de bienveillance, il y avait des cours d'apprentissage social. Social, c'est l'apprentissage au bonheur, donc ne pas être selfish, etc. Donc j'étais prof de social, j'étais prof de bonheur. Et ça, pour moi, c'était énorme. C'est génial, ça. Et ça, j'aurais envie de le créer en France. Voilà. Pas être professeur de bonheur, mais juste donner des clés, dire que c'est possible, à travers des actions. Il faut s'autoriser. Ajouter un petit peu de... manger correctement, ajouter un petit peu de sport dans votre vie, un peu de bienveillance, un peu de don, un peu de plein de choses. Vous créez votre bonheur à vous, votre équilibre, votre harmonie, parce que c'est ça le bonheur, c'est l'harmonie en fait. Voilà, moi le jour où j'arriverai à faire ça, à donner aux gens, moi il me suffit d'une seule personne, un seul sourire, je ne fais que dire bonjour dans la rue à Paris depuis que je suis rentré et les gens me regardent genre... J'ai fait l'expérience encore pas plus tard qu'en ouvrant la porte du hall, là, et j'ai tenu la porte à une demoiselle. Elle m'a regardé bizarrement. Bonjour, c'est tout. J'ai eu ça. En venant, il y avait un livreur qui avait un vélo, un gros vélo là, et je lui dis bonjour. Il me dit oui. Je dis non, bonjour, c'est gratuit. Je lui dis c'est gratuit, je dis bonjour. Il me dit putain, c'est pas souvent. Je dis je suis vraiment désolé. Il me dit je suis vraiment désolé. On n'est pas habitué à ça ici. Et c'est exactement ça qu'il m'a dit. C'est exactement ça. Il me dit je suis pas habitué. Mais pourtant c'est gratuit, ça fait du bien à tout le monde, un sourire, un bonjour et puis basta quoi.
Ouais, et puis... C'est des choses simples. Puis ouais, bon, moi c'est idéaliste, mais j'ai l'impression qu'on est tous frères, on est sur la même planète, on est sur le même monde, ça sert à rien. Enfin, c'est bien sûr qu'il y a la politique, il y a toutes ces choses-là, mais ça sert à rien de se faire la guerre. De toute manière, on est ensemble pour un certain temps. Ouais. Si on se fait la guerre, ça va être super long, quoi. Donc vaut mieux s'aimer, vaut mieux faire les choses avec bienveillance et transmission, et ouais, pour moi c'est ça le bonheur, quoi. On ira des choses simples. Ouais, des choses simples, essayer de s'enrichir tous les jours, d'écouter, pas écouter n'importe quoi, mais prendre le temps de se poser. Moi, je parle aussi de méditation parce que ça m'a beaucoup aidé au Népal. J'ai fait 300 heures de méditation au Népal. D'accord. Les grands oncles, les grands maîtres, j'en suis très 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 loin, qui font... Mathieu Ricard, il disait je crois qu'il était à 70 000 heures ou 75 000 heures de méditation. Pour être en tout toute sa vie. Donc j'ai calculé que ça faisait l'équivalent de 40 ans ou quelque chose comme ça de méditation. Ce qui n'est absolument rien. Hein. Ouais. Ces trucs, c'est énorme. Ouais. Et en même temps, quand on voit l'apaisement qu'il a, on prend quoi. On prend Ricard que j'ai rencontré au Népal et qui est une lumière. Quoi, Lui, tu l'as rencontré? Ouais, je l'ai rencontré au Népal, dans un monastère. Il a fait une conférence sur ça, sur le bonheur, sur la méditation, etc. Et il est hyper inspirant, hyper heureux et vraiment bienveillant. Mais par contre, c'est pas un homme qui va te dire la clé c'est ça qu'il faut faire. Non. Par contre, il te dit moi j'ai trouvé ma manière d'être heureux. Donc voilà. Donc j'ai appris ça. Puis lui, il a expérimenté en plus cette méditation. Il était scientifique à la base, donc il sait exactement ce que ça peut faire au cerveau de méditer, de prendre le temps à soi, quoi. Donc c'est un beau voyage et aujourd'hui c'est un autre voyage. La vie, c'est plein de petits voyages comme ça. Ouais. On s'enrichit, on grandit. Il faut jamais oublier, il faut jamais s'oublier et grandir, quoi. Toujours trouver son chemin et suivre sa route, ne pas écouter forcément les autres. Ouais, pas faire en fonction des autres, mais faire ce qu'on a vraiment envie. Ouais. Faire des choix, même si des fois c'est difficile, même si ça prend du temps, même si on étonne des gens, même si on bouleverse sa famille, ses amis. Si on pense que c'est la bonne route, il faut aller au bout. Ouais. Parce que c'est ce que je dis souvent, mais on n'a qu'une vie et c'est pas au moment où on aura 70 ans, ce qui arrive beaucoup en Occident, où les gens disent après 50, 55 ans, 60 ans, vous avez de la chance, ou oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais être jeune, ou bien qui découvrent vraiment la vie et qui font beaucoup, qui font de l'humanitaire, qui font des choses, parce que les gens ont le temps. Mais peut-être qu'il faut se donner un petit peu le temps. Donc évidemment, il y a le travail. Oui, mais après, il faut voir les choses différemment aussi, puis recentrer ses priorités, savoir ce qui est important pour soi, et ne pas aller au boulot parce qu'il faut aller au boulot. C'est ça, c'est exactement ça. Au moment où moi personnellement ça m'est arrivé de me dire j'ai pas envie. Il y a plein de gens qui se disent j'ai pas envie, mais ça se multipliait en fait. Ça se multipliait alors que c'était un truc que tout le monde disait putain, t'as un job de rêve, putain, mais c'est pas du boulot, putain, c'est facile. Ouais, c'est ça le pire en fait, c'est le regard des autres qui entretiennent en fait ce mythe, qui te disent ouais, c'est super bien, t'as une super vie, toi t'es heureux. En fait, ils essayent de te maintenir là-dedans. Et toi, du coup, tu t'es un peu étouffé par tout ça. Et au moment où tu as envie de sortir, boum, on te remet la tête dedans en te disant non, t'es bien là. Mais merde, laissez-moi vivre quoi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un patron qui m'a regardé et qui avait compris après Rio que c'était compliqué pour moi, quoi. Que au-delà des athlètes qui étaient allés au bout de leur olympienne, moi j'étais allé au bout de cette olympienne et c'était dur, quoi. C'était vraiment dur de remettre en route pour moi, de me relancer, de prendre du plaisir dans mon travail. Je dis pas que le plaisir c'est la solution à tout, mais je pense qu'il faut prendre du plaisir dans sa vie pour être heureux. Bah oui, dès l'instant qu'il y a du plaisir, du bien-être, t'as pas l'impression de travailler et forcément ça se ressent, quoi. Et quand tu disais que tu te rendais compte qu'en fait il y avait quand même une majorité d'athlètes qui n'étaient pas heureux, qui n'étaient pas dans le bonheur, tu étais allé vers eux?
Et... Moi, j'ai toujours... en fait, c'était pas mon rôle. Moi, j'ai eu des athlètes. J'ai eu, par exemple, mon meilleur ami qui était cycliste professionnel, qui a souffert tout le temps parce que c'était notre rêve, en fait. Et lui, il réalisait ce rêve. Il était cycliste professionnel, il a fait des très grandes courses. Et il faisait des bons résultats. Et c'est le monde qui entretient ça. C'est-à-dire, on est dans un truc et tu existes, c'est comme une star. Elle ne peut pas arrêter. Elle gagne tant d'argent par mois. Si elle arrête, mais elle gagne 100 fois moins peut-être. Et lui, c'était ça, il continuait. Et je disais, mais le bonheur, il est peut-être pas là, quoi. Donc c'est hyper dur pour les gens. Les gens se disent, mais je sais faire que ça. Non, tu sais pas faire que ça. Tu as des millions de choses à faire. Tu sais faire des choses. Voilà, tu sais peindre, tu sais dessiner, tu sais parler, tu sais écrire. Tu as plein de choses. Tu peux te refondre tous les jours, mais prends le temps de le faire, quoi. Et moi, j'ai des athlètes. Moi, j'avais Vincent Louis, Davidos, enfin des athlètes, des Olympiens très très forts, qui sont dans les meilleurs mondiaux. Ouais, Davidos, pour moi, c'était l'archétype du garçon qui est extraordinairement éveillé spirituellement. Il vient de La Réunion et il a passé peut-être 15 ans de sa vie pieds nus à marcher sur son volcan, donc très très éveillé à tout ça, et qui comprenait très vite ce que je lui expliquais. Mais après, on est dans un tel cercle, la médiatisation, l'athlète, le paraître, voilà, le prouver, c'est-à-dire on est dans des sélections olympiques, donc il faut faire des résultats sur telle course. Et on perd tout ça, même si on a passé du temps très loin au Népal, sur une île, etc. On a tendance à le perdre parce que la performance, on est dans un monde de performance, dans un monde qui va vite, et on a tendance à le perdre parce qu'on fonce sur ce truc pour essayer de se prouver ou de gagner son argent, etc. Et on perd le fil de sa vie, de son bonheur. Ouais, et si je peux me permettre, la grosse différence en fait, là dans ce que tu viens de dire, entre quelqu'un qui, je prends ton exemple à toi, qui va à la quête de son bonheur, qui a l'air heureux maintenant, même si tu paraissais l'être avant. Et la grosse différence, c'est entre guillemets la concurrence. C'est que avant, tu étais dans un monde où il y avait la comparaison, il y avait la concurrence, et il fallait toujours faire plus que l'autre. Et là, il n'y a que toi en fait. Tu vas chercher ce que toi tu as besoin, tu donnes du sens à tout ça, mais c'est tout seul. C'est ça. Et c'est la grosse différence. La course au bonheur, elle est individuelle. Et c'est comme je disais tout à l'heure. La quête du bonheur, elle est individuelle, elle n'est pas. Voilà, c'est pas le Tour de France où on est comparé, où il y a un sprint massif tous les jours. Un classement. C'est qui est le plus heureux. Mais même dans la société, de toute façon, à l'école, tu as tout le temps un classement. Mais dès le plus jeune âge, mais dès la crèche, tu as été gentil, donc voilà, on te donne les jeux, on te donne un bon point. Après, tu continues, tu vas à l'école, on te met des A, B, C, ou on te met des 1, 2, 3, des classements. Bien sûr. Et si tu es 20e, tu te dis, mais je suis vraiment nul. Donc tes parents te disent, t'as un problème, Steven? Non, mais en fait, ça m'intéresse pas, les gens comprennent pas qu'il y a très peu de choses qui t'intéressent à l'école, mais peut-être que tu peux être très très bon sur les choses qui t'intéressent. Et hyper épanoui. Du coup, hyper épanoui, parce que c'est quand tu es bon dans quelque chose, mais en plus, quand ça t'intéresse, tu te donnes à fond. Et à l'école, en fait, tu dois tellement engranger de choses. Il y a tellement de choses différentes à engranger. Pour moi, en tous les cas personnellement, c'était impossible. Voilà, diversifier. Et je partais du principe, j'étais très pragmatique, je disais qu'est-ce qui va me servir dans la vie. Alors, si tu pars de ce postulat-là, je peux te dire que je travaillais pas dans beaucoup de matières. Mais en même temps, je me disais, mais c'est important, hein. C'est important d'être bon en histoire quand même, de connaître l'histoire de France, l'histoire du monde. D'être bon en géographie parce que voilà, tu apprends des choses et tu sais à peu près où sont les pays, l'histoire des pays, etc. Bien sûr. Tu vois, les régions de France, j'adorais la France et ainsi de suite. Tu vois, le mathématique, c'était que le pragmatique. Dès qu'on est allé sur des choses, il fallait faire des équations. Je dis, c'est pas pour moi, ça me servait à rien. Alors, bien sûr qu'à un moment donné, ça peut me servir à quelque chose parce que je sais que par exemple, si je fais une expédition où il y a une échelle à calculer, une corde, etc., c'est pas des scientifiques, hein, les Népalais, les climbers, mais ils ont des calculs qui vont là-dedans, dans des équations simples. Aujourd'hui, je suis pas capable de les faire, donc peut-être que ça m'aurait servi. Mais en même temps. Mais j'étais comme ça, et je sais que dans certains pays, mais même en France, ça existe. Il y a des écoles comme ça où les enfants font pas toutes les matières, ou bien différemment. Oui, alors tu parles type Montessori, quoi, en fait. Ouais, bien sûr. Et voilà quoi, et je sais qu'à l'étranger ça existe, il y en a qui considèrent ça comme des sectes, mais
qui apprennent, qui apprennent le bonheur dès l'opinion publique. Moi, je pense que, par exemple, la méditation devrait être obligatoire dans toutes les écoles en France, dans toutes les prisons aussi, parce que les gens ont le droit d'être heureux même en prison, le droit d'être apaisés, le droit de ne pas souffrir. De toute façon, il y a un gros travail à faire, hein, puisque bien souvent, quand tu sors de la prison, c'est pire qu'avant, en fait. Donc, peut-être qu'il y a un problème. Parce que tu as souffert pendant tant d'années. Tu es un chien en cage et tu ressors, c'est plus méchant qu'avant. Et puis c'est le même truc que le sportif. Je sais faire que ça. Et tu es dans le même cycle. C'est toujours comme ça. Et dans un cercle, quel que soit ton cercle, je ne sais faire que ça. Tes potes sont les mêmes. Tu sors de prison ou tu sors de ton truc et en fait tu reviens, tes potes étaient les mêmes. Alors soit tu as la force de caractère de dire plus jamais, il y en a beaucoup, mais c'est hyper facile de retourner dans un truc. C'est le plus facile. C'est le plus facile de retourner dans ta zone de confort, entre guillemets. Quoi. Là où tu penses être bien et là où tu penses savoir faire les choses. Quoi. Donc, c'est ça ma définition du bonheur aujourd'hui. Je sais pas si c'est la bonne, en tout cas, c'est la tienne. Pour moi aujourd'hui, c'est mon équilibre d'aller faire mon sport, d'avoir des projets surtout. Je pense que c'est important d'avoir des projets. Des projets des fois qui me dépassent même, qui sont des grands défis, qui vont me faire sortir justement de cette zone de confort. Et je sais que je vais apprendre quelque chose. Et j'ai ce désir et cette envie depuis toujours d'apprendre des choses. Mais pas qu'on m'oblige à apprendre des choses. Pas qu'on me dise, il faut... Ça n'a rien à voir. Il faut... Effectivement. Ma mère a toujours dit, il faut, il y a qu'à, faut qu'on. C'est très facile de dire ça. Mais en fait, la vérité, c'est si les personnes se disent, moi, je dois, moi, j'ai envie. Là, tu vas te donner les moyens d'y arriver. Voilà, c'est exactement ça. Tu vas renverser des montagnes. C'est ça, je sais pas si je renverserai, j'essaierai d'en grimper, mais voilà, j'espère ça, et puis j'espère qu'il y aura de plus en plus de gens épanouis et heureux sur cette planète, en France et ailleurs, parce que franchement, on pourrait tellement être un pays inspirant en Europe et dans le monde. Dans l'histoire, on a toujours été précurseurs dans des choses, on a toujours été bienveillants. Il faut que ça continue, quoi, pas être dans l'ego. Moi, j'étais à l'étranger là, il y a des gens qui m'ont dit, mais vous ne parlez qu'en français, vous êtes hyper égocentrique, vous ne pensez qu'à vous. Après ça, c'est certain, bien sûr. Et moi, j'étais assez dingue, quoi, parce que voilà, on nous disait, le classement des pires nations du monde au niveau bienveillance, on était les premiers, quoi. Moi, je trouvais ça fou, hein. Et ça, pour le savoir et s'en rendre compte, en fait, il faut quitter la France, il faut prendre de la hauteur, il faut partir à l'étranger et écouter ce que les autres disent, comment on est vu ailleurs. Quoi. Et prendre le temps, parce que je suis pas du tout contre le Club Med, puis les vacances, etc. Mais sortir de ces clubs, sortir de ces choses. Sinon, tu restes encore une fois entre occidentaux, entre français. Même culture. C'est sûr, c'est pareil, c'est le même truc de zone de confort. Moi, je comprends que les gens fassent ça. Ils ont besoin de vraiment se reposer, se ressourcer en famille et être tranquille. Mais quand on a ce besoin de sens, franchement, se retrouver dans des situations avec des populations locales, Cambodge, Laos, etc., Bolivie, Népal, en Inde. Moi, je parle de l'Asie parce que je connais, même en Chine, à Hong Kong, je l'ai vécu aussi, même si c'est différent. Mais il y a tellement de choses, incroyables qui se passent à l'intérieur et on comprend tellement de choses sur notre vie, on s'apaise tellement, on est tellement bienveillant parce que quand on se retrouve dans un pays où personne ne parle notre langue, personne ne parle anglais, on est obligé d'être bienveillant. T'es tout petit là. Et sinon, on souffre beaucoup. Alors, soit on souffre, soit on est un peu humble et on revient de place. Quoi. Ça fait grandir, c'est important. On le fait pas assez. On devrait apprendre à parler aux enfants. C'est de plus en plus le cas. Hein. Et des 4-5 ans qui commencent. Voilà, maintenant à l'école, c'est obligatoire. Quoi. Mais moi, j'ai commencé à parler anglais. Cette année. Non, mais j'ai commencé à parler anglais, j'avais 18 ans. Quoi. Oui, vraiment parler anglais, parce que c'est pas à l'école qu'on parle. Il faut voyager, il faut rencontrer des gens, il faut pratiquer. Mon anglais n'est pas parfait, mais tous les anglais, tous les étrangers que j'ai rencontrés, ils étaient hyper contents parce qu'on échangeait vraiment. Bah oui, voilà. t'as pas cette barrière de la langue, quoi. On s'en fout d'un anglais parfait. Exactement, c'est quoi le plus important, quoi. Moi, c'est que tu fasses l'effort. Quoi. Donc, moi, c'est un peu comme les Anglais qui viennent chez nous. Ils font pas l'effort de parler français. Parce que c'est la langue internationale. Bah aussi. Mais bon, tu vas dans un pays, tu fais un minimum, quoi.
Il y en a de plus en plus qui essayent. J'ai vu des Néerlandais, des Anglais qui essayent, mais en même temps, c'est comme les Américains, c'est la power, quoi. C'est la grosse puissance du monde, donc tu te dois de parler leur langue. Jamais ils n'essaieront de parler français. Ouais. On est une poussière pour eux. Mais en même temps, il y en a beaucoup qui essayaient. Voilà, j'ai rencontré des climbers américains, anglais, hollandais qui essayaient de faire des choses parce que pour eux c'est sexy, le mot sexy, voilà. Ouais. Mais c'est sexy de parler français, c'est hyper cool, quoi. On parle français. Maintenant là tu parles de gens qui sont un peu dans le même état d'esprit que toi. Qui étaient au Népal. Bah, voilà. Qui étaient au Népal, j'ai très peu vu de gens malveillants au Népal. Voilà. Uniquement les gens qui étaient un peu dans la course, au base camp de l'Everest, qui étaient dans le truc de performance, toujours cette performance qui revient, mais qui étaient dans la compète, quoi, qui m'ont pas forcément indiqué mon chemin, qui m'ont pas forcément aidé parce qu'ils étaient dans leur ego et dans leur bulle. Voilà, exactement, dans leur bulle de vie. Et je l'aide pas. De toute manière, on va se retrouver là, on va s'engueuler dans l'Everest. Et j'avais juste besoin de retrouver mes copains qui étaient installés. Il n'y avait que 4 Français sur le base camp. Ouais. Ils m'ont pas aidé, quoi. Donc voilà, je me suis dit que le paradis, c'est pas forcément ailleurs. Le paradis, c'est à l'intérieur. Bien sûr. Ouais. Donc voilà, mais une belle expérience de vie que je conseille à tout le monde. Ok, donc la clé du bonheur pour toi, c'est d'aller chercher au plus profond de soi-même. Pour moi, pour résumer, c'est donner un sens à sa vie. Donner du sens. C'est pas un sens, c'est plusieurs sens. C'est donner du sens. Ça peut être des enfants, ça peut être avoir des enfants, ça peut être la transmission, faire de l'humanitaire. Ça peut être méditer, ça peut être essayer de transmettre la bienveillance. Et comment tu conseillerais aux gens de trouver quel travail faire pour donner du sens? On en a parlé, par exemple, le voyage permet de donner du sens. Le voyage, la création. Se retrouver seul aussi. Se retrouver seul, méditer, plein de petites choses comme ça. Et s'enrichir en lisant, s'enrichir en écoutant de la musique, parce que des fois ça débloque des choses. S'enrichir en faisant des fois du sport, parce qu'on sort un petit peu de sa zone de confort. Ouais. C'est plein de petites choses comme ça, et puis être vraiment bienveillant, sourire tous les jours. Ouais. C'est plein de petites choses comme ça qui cumulées, on arrive à quelque chose d'équilibré. Je parle d'harmonie parce que c'est le mot qui revenait souvent dans mes méditations. Et pour moi, c'est ça, c'est l'harmonie avec soi-même, avec les autres, parce que la Terre, on est tous un tout. Et la Terre, c'est l'espèce de grand tout sur lequel on vit. Ouais. Mais il faut être en harmonie avec cette planète. Il ne faut pas forcément la détruire. Il faut pas forcément. Surtout pas, ouais. Il faut pas forcément polluer comme nous le faisons, avoir un respect pour les gens. Parce que c'est un écosystème en fait. Et les gens sont dans une destruction d'eux-mêmes, mais des autres, de la nature, etc. Moi j'ai décidé de ne plus manger de viande comme beaucoup de gens parce que philosophiquement et spirituellement, ça me convenait plus. Je suis toujours aussi fort physiquement. J'étais pas faible dans les montagnes. Tout le monde dit qu'il faut manger de la viande, etc. Toute ma vie, on m'a dit qu'il faut manger de la viande. Je suis une famille d'agriculteurs, il faut manger de la viande, il faut manger des glucides là-bas. Je mangeais du riz, jamais de viande parce qu'ils sont aussi pratiquement végétariens au Népal. Ouais. Et j'étais bien, je suis toujours bien, je suis hyper équilibré. Voilà, faut trouver un équilibre avec soi-même, avec la nature. Un équilibre, une harmonie, du sens. Donc voilà, mais le sens est vraiment important et trouver le sens de sa vie. Il y a une fille qui écrivait l'autre jour, trouver le verbe de sa vie. C'est un peu réducteur, mais c'est un peu ça. Si c'est transmission, si c'est si c'est le don, faut trouver des choses, aimer. Moi, je sais que c'est transmettre. Moi, je suis persuadé pour moi que c'est transmettre. Donc voilà, je tâcherai d'aller au bout de ce sens. Ok, écoute, c'est cool. Tu nous en as donné beaucoup là. Beaucoup tu nous as transmis beaucoup là. Donc ça c'est cool. Beaucoup. Je suis toujours long. Écoute, non mais c'est bien, c'est qu'il y en a beaucoup à dire, quoi. Donc, sur le bonheur, c'est infini. Et moi je ne suis qu'un
un apprenti, je ne suis j'écrivais l'autre fois un transmetteur de rêve. Voilà, un relayeur. Voilà, je relais des images, des belles images, des beaux mots. Oui, mais en tout cas, déjà, il y a cette envie, il y a cette initiative qui est bien présente. Au moins, que bon nombre ne fait pas. Donc, et personne ne détient la vérité. Non, il n'y a pas de recette miracle, mais au moins, c'est de se dire, je me pose les bonnes questions, je prends le temps, et j'essaie de donner du sens à tout ça. Parce que, effectivement, c'est pas arrivé à 60 ans, 70 ans, en se retournant sur sa vie, en se disant, merde, si j'avais su, quoi. C'est ça, pas avoir de regrets. Pas avoir de regrets. Et aller au bout de ses rêves, aller au bout de ses rêves et de ses envies, c'est ce que j'ai expliqué pour conclure aux infos au Népal. J'aurais fait une conférence sur les envies ou les rêves, parce qu'ils ne savaient pas forcément faire la différence. Et la résilience qui amène à la réalisation de ses rêves. Voilà comment moi j'étais arrivé à ça. Et je me disais une phrase tout le temps dans l'Himalaya que je leur ai répété, je leur ai dit que je devais rien lâcher. Je disais ne lâche rien, ne lâche rien. Et je m'accrochais à ça. Parce que, en fait, quand j'arrivais au bout, bien sûr qu'on passe par des moments pas faciles, que ce soit dans une méditation, que ce soit dans une journée de travail, de sport, un travail sur soi-même, une écriture. Les moments pas faciles, c'est tout le temps. Il faut les accepter. Quand on arrive au bout, c'est une récompense extraordinaire, parce qu'on est allé au bout de quelque chose dans la difficulté. Mais voilà, c'est ça, la clé, une des clés. Alors ne lâche rien. Ouais, jamais rien. On va conclure là-dessus. Alors ne lâche rien, Dixit, Steven. Ne lâchez rien, jamais. Si cette vidéo vous a parlé, si ça vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne YouTube où je vais multiplier les interviews avec des gens comme Steven, des gens qui sont inspirants et qui sont à la recherche du bonheur, à la recherche du sens. Je pense qu'effectivement, l'une des clés, c'est de donner du sens à ce que vous faites. Ça va être une des clés du bonheur, de votre propre bonheur. Voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci à toi de nous avoir donné du temps. C'est cool. Merci Stéphane. Ciao.